Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir 2 fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de rencontrer mon mentor, mon coach, Martin Latulippe. Bonjour Martin. Wow! Ça, c'est une mise en bouche. Wow! J'en ai fait des entrevues, j'en ai fait des podcasts, mais rarement j'ai eu un cadre et un contexte si bien livré qui met très, très bien la table. Donc, la réponse à ta question, ça va très bien, mais je me devais de le mentionner que c'était chapeau bas. Oh bah écoute, merci beaucoup Martin. Et donc, je salue encore une fois parce qu'on me l'a déjà dit aussi, mon coach aussi, Thierry Redon, avait aussi fait un waouh. Et j'ai envie du coup encore de saluer une fois Laura Massis, sans qui je ne serais pas là à faire une introduction comme ça. Merci encore Laura de tes conseils. Et je suis... Voilà, je suis ravie que cette introduction t'ait plu. Je pense voilà qu'elle, en tout cas je l'espère, c'est dans cette optique-là qu'elle plaira aussi aux personnes qui regarderont ces entrevues. Aujourd'hui, donc, je tenais vraiment à vous présenter Martin. Alors, beaucoup de personnes te connaissent, Martin, hein, mais il y a peut-être encore quelques personnes qui... Beaucoup même qui ne me connaissent pas. Je dis Mais que je oui. suis un grand inconnu. C'est sûr que dans mon domaine, il y a des gens qui me connaissent, mais c'est un domaine qui est très niche. Mais si je sors dans la rue, il n'y a aucune personne qui me connaît. Donc, je suis très confortable avec cela Oui. à 100%. Et moi, du coup, j'ai envie, alors bien sûr, de te présenter d'une façon assez officielle, mais ensuite, je vais quand même raconter comment je t'ai découvert, parce qu'effectivement, moi, il y a 2 ans, Martin Latulippe, je ne connaissais pas. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es coach, tu es auteur, conférencier québécois, même si tu vis au Nouveau-Brunswick, mais Oui. tu es québécois de naissance. Absolument, oui. Ça fait 25 ans cette année que je suis au Nouveau-Brunswick, qui est la province juste à l'est du Québec. Un peu plus près de chez nous, du coup. Et voilà, 1 heure plus près de... Exactement. Alors, tu es un entrepreneur social, philanthrope émérite. Tu es auteur de plusieurs livres best-sellers en leadership d'inspiration et tu utilises les conférences et ta présence sur le web pour inspirer les individus et les organisations à éveiller leur plein potentiel pour le transformer en performance exceptionnelle. Et si je reviens un petit peu en arrière, à la fin de tes études, tu as été capitaine de l'équipe canadienne de hockey universitaire et lors des Universiades en 2001, donc tu as à ce moment-là 23 ans, 24 ans 24. Ouais. 24. Tu frôles la mort de quelques millimètres en recevant un coup de patin à la gorge. Ouais. Et tu reviens quand même, double médaillé d'argent au niveau national et international. Mais à ce moment-là, il y a une sorte d'électrochoc quand même. Tu décides, alors que tu avais décidé de prendre un peu de temps, mais là tu dis, c'est maintenant qu'il faut que je parte à la poursuite de mon rêve, qui est de devenir conférencier professionnel, auteur, expert donc dans le domaine du potentiel humain. C'est ça, hein? À ce moment-là, tu dis, j'attends plus. Oui, parce que c'était un truc que je caressais déjà, mais j'étais tellement habité par la peur, j'étais tellement habité par le syndrome de l'imposteur, parce que maintenant, conférencier, coach, c'est très mainstream, c'est beaucoup plus connu. On a la venue de YouTube, la venue des TEDx. Donc maintenant, on sait c'est quoi un métier comme conférencier. À l'époque, ça se pratiquait, mais c'était vraiment, c'était vraiment être un mouton noir de dire tu vas faire quoi? Les gens vont te payer pourquoi? Oui.
Mes parents étaient un peu inquiets avec cela et moi aussi, en réalité. Ouais. J'avais beaucoup d'incertitude. Mais lorsque cet incident-là est arrivé, ben, tu as tout à fait raison, c'est que ça a été un effet cristallisant, un peu une urgence de vivre où ce que j'ai réalisé à quel point la vie était fragile parce que cet incident-là qui s'est passé sur la glace, c'était très banal. C'était un jeu de routine que j'avais fait peut-être des milliers de fois. Sauf que le joueur adverse, son patin avait été projeté au mauvais endroit dans mon cou. Et Ouais. je me suis dit, waouh, ça aurait pu terminer d'une façon aussi banale. Oui. Et ça m'a vraiment complètement, comme tu l'as bien dit, c'est un électrochoc. Et Ouais. je me suis dit, si jamais la mort refrappe à ma porte, je vais être en train de vivre mes rêves. Ouais. Coûte que coûte. Quand je suis Mm. revenu, c'est là que j'ai voulu arrêter d'attendre, arrêter de remettre, arrêter de dire un jour, un jour, un jour et de le faire maintenant. Ouais. Et alors à ce moment-là, effectivement, comme tu le dis, c'est pas évident de se lancer en tant que conférencier. Les débuts sont assez difficiles. Tu dis même que tu vis à un moment donné sous le seuil de la pauvreté, mais que tu ne lâches pas cette envie de bâtir un monde meilleur. Tu veux faire ta différence, tu veux inspirer, tu veux toucher les gens. Donc, tu vas travailler très dur pour ça. Tu vas travailler très dur pour ça et aujourd'hui, tu es même un des seuls conférenciers francophones à avoir partagé la scène en anglais, alors qu'au départ, c'est pas confortable pour toi. Donc là aussi, tu te bats, tu travailles et tu as été sur la scène avec certains leaders entrepreneuriaux comme Sir Richard Branson ou encore Jack Canfield. Donc c'est pas rien. Hein. Ouais, Le travail à payer. absolument. Je veux dire, Ouais. ça fait maintenant 21 ans ou 20 ans. Ouais, je vais entamer ma 21e année. Ouais. Donc, c'est sûr que, exactement, comme tu dis, c'est facile pour les gens peut-être qui me connaissent de dire ah oui, Martin, ben, Mm. telle carrière ou tel truc, mais les 3 premières années, ben, c'est exactement ça. Je veux dire, c'était sous le seuil de la pauvreté, c'était la peur de charger pour mes services. Très souvent, c'était livré gratuitement. Ouais. C'était beaucoup d'essais-erreurs, c'était beaucoup de commentaires ou de feedback extrêmement négatifs. C'était beaucoup de gens qui me disaient, mais tu fais quoi? Va te chercher un vrai emploi, ça ne Mm. fonctionnera jamais. Donc, toutes les histoires classiques entrepreneuriales qu'on peut entendre, où ce qu'il y a résistance et résilience et défis, remise en question, doute, ben, j'étais en plein dans l'œil de la tempête. Et ben, comme dans toutes les histoires entrepreneuriales aussi, très souvent, ben, quand on finit par bien s'entourer, qu'on finit Mm. par avoir la vulnérabilité de poser des questions à des gens qui sont prêts à nous aider, à nous accompagner, à nous Ouais. conseiller, ben, au final, on finit par avoir nos premières victoires. Et là, par la suite, ben, des fois, le vent tourne. T'sais, on oublie que le Ouais. vent, on ne l'a pas toujours dans la face. Mm. Très souvent, on a le vent dans le dos. Mais il Mm. faut aussi ajuster nos voiles. Le vent, on ne le contrôle pas, mais on peut Ouais. aussi ajuster nos voiles. Et ça, c'est souvent une philosophie ou une citation qui m'a beaucoup parlé. Parce que quand j'ai le vent en face, OK, ça arrive, c'est normal. Mais je peux toujours aussi voir comment je peux ajuster mes Ouais. voiles. Au début de ma Ouais. carrière, ça a été important. Et la même chose pour l'anglais. Donc, en 2008, Oui. après avoir pris une cuite financière, j'étais très, très bien positionné dans le marché francophone. Et là, il y a eu la récession, j'ai perdu beaucoup Ouais. de contrats. Et au final, un de mes mentors m'a dit pourquoi tu ne commences pas à faire en anglais? Donc, il me disait ajuste tes voiles. Mais là, en est Oui. venu une insécurité de dire mais j'ai un accent, ça ne fonctionnera pas, je pars de loin, je connais personne. Et finalement, c'était que des excuses que je me servais à Ouais. mon propre mindset, à la relation envers moi-même. Ouais. Et j'ai dû ajuster mes voiles, m'entourer, me faire coacher, me faire accompagner, résilience, détermination pour au final, ben, faire des scènes avec plusieurs de mes héros, peut-être une vingtaine de gens que Et j'admirais oui. dans le marché anglophone, des scènes de des milliers de personnes. Donc, ouais, ça a été un parcours assez incroyable, Ouais. assez surréel quand j'y repense. Et tu parlais justement d'ajuster ses voiles. En 2008, tu subis aussi de plein fouet la récession économique puisque tu es conférencier, mais à ce moment-là, les budgets, ils sont plus trop pour justement pour les conférenciers. Et là, tu commences encore une fois à ajuster tes voiles et à t'intéresser au web, alors qu'au départ, si j'ai bien compris, au départ, tu dis non, mais c'est quoi cette histoire d'aller faire des choses sur le web? Et puis, comme tu es quand même curieux, je pense, et que tu as envie de relever des défis, et puis de se dire, mais si les autres ils commencent à y aller, il y a peut-être, ne restons pas en fait bêtes à être fixés sur un a priori. Et puis là, tu commences à t'intéresser au web. Alors, je crois que tu mets quelques années à oser passer le cap. Et puis, en 2011, c'est ça, tu lances ton programme en ligne, la meilleure année de votre vie. C'est ça, c'est 2011. C'est exact. 2011, exactement. Après avoir cogité, mais la Mm. réalité, c'est pas le bon verbe, c'est après avoir
tremblé de peur pendant 2 ans. Oui. Parce que l'idée de m'afficher sur le web, l'idée de me faire critiquer, l'idée d'échouer, l'idée que ça ne fonctionne pas, parce qu'évidemment, j'avais un petit statut à titre de conférencier. Donc, je me disais, mais c'est souvent l'ego, c'est souvent nos peurs, c'est souvent nos acquis, c'est souvent la personnalité, l'identité qu'on s'est construite, mais on n'est pas prête à la laisser aller, on n'est pas prête à la challenger. Donc, j'étais vraiment dans un tourbillon de peur et de crainte. Et au final, tu te lances. Tu te dis, de toute façon, si je ne me lance pas, si je n'essaie pas, je ne saurai pas. Donc, tu finis par dépasser ça. Exactement. Et encore une fois, je suis bien entouré parce que j'ai des collègues qui me disent, Martin, essaye-le, on va te soutenir. Ah, OK, donc, c'est sûr que l'appui des copains, je me suis dit, bon, au pire, ça sera une petite blessure à mon ego. On pourra bien en rire si c'est un échec. Mais finalement, à ma grande surprise et à leur grande surprise, ça a été un grand succès, le début d'une histoire juste complètement, jamais j'aurais pu imaginer ce qui s'en venait pour moi. Jamais. Et tu enchaînes l'année d'après avec l'Académie Zéro Limite, qui est une formation qui permet de lancer une carrière sur le web, remplie de sens, valorisante et éthique. C'est comme ça que tu la présentes. Alors, je peux confirmer, puisque… C'est le fait, c'est comme tu as dit, c'est que puisque j'étais un des seuls à m'être lancé dès ma sortie des études, il y a beaucoup de gens qui, dans les dernières années, me questionnaient, me disaient, mais Martin, tu n'es pas connu, tu n'as pas remporté de médaille olympique, tu n'as pas escaladé le Mont Everest, tu n'es pas multimilliardaire, parce qu'habituellement, c'était ça les conférenciers, ou tu n'as pas un doctorat, tu n'as pas… Comment tu as fait pour partir de zéro, inconnu, sans expérience, et te propulser et réussir à écrire des livres best-sellers, réussir à faire des grandes scènes comme conférencier, réussir à coacher des présidents d'entreprise. Donc, les gens posaient beaucoup la question sur le comment. Et puisque l'ascension de YouTube, Facebook, TEDx et tous ces trucs-là escaladaient et que la carrière devenait plus mainstream, je me disais, peut-être que je suis une bonne personne aussi pour leur dire comment j'ai fait, comment s'y prendre. Et c'est là que l'idée de l'Académie Zéro Limite a commencé à germer, sachant aussi qu'il y a des gens aux États-Unis qui développaient ce genre de modèle-là, d'enseigner comment eux, ils l'avaient fait. Je me disais, si moi, je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Oui, c'est sûr. Je vais tenter ma chance, voir si ça peut fonctionner. Oui. Et tout à l'heure, je disais que moi, il y a 2 ans, je ne te connaissais pas. Donc, voilà. Et il m'a fallu attendre en fait janvier 2019 pour te découvrir. Et alors là, parce que je pense que tu ne sais pas comment je t'ai découvert, mais je vais te l'apprendre. À ce moment-là, en fait, moi, je viens de quitter l'éducation nationale. Je suis ce qu'on appelle en disponibilité. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris un congé sans solde et j'ai entamé j'entame une reconversion dans le monde de l'immobilier. Et à ce moment-là, j'ai une formatrice en immobilier qui n'arrête pas de dire oui, alors mon coach, Martin Latuli, parce qu'elle avait fait la Z. Et là, elle arrête. Bon, au bout d'un moment, je lui dis, bon, il y en a marre. C'est qui ce Martin? Donc, je vais voir en fait qui tu es, je cherche. Et je tombe à ce moment-là, tu lances en fait, tu es dans la semaine de lancement de la meilleure année de votre vie. Donc, je participe aux ateliers. Et là, je vais te dire, alors je ne sais pas si on dit ça au Québec, je suis bluffée, c'est-à-dire que j'y crois pas en fait de ce que je vois, de ce que tu dis, de l'énergie que tu dégages, ça réveille des choses en moi, des choses que je suspectais même pas. Et là, je me dis, ouais, mais il est quand même super fort ce qu'il dit. En fait, on pourrait se dire que ça coule de source, mais en fait, non. À ce moment-là, ça vient vraiment chercher en moi des questions que je ne me posais pas et je m'inscris. Je m'inscris à ce moment-là à la meilleure année de votre vie, mais je suis encore je veux développer mon boulot dans l'immobilier. Ça fait que 5 mois que j'y suis, donc je m'inscris à la meilleure année de votre vie. Puis ça me remue, mais tu vois, je suis un petit peu de loin, en fait, ce que tu fais. Et le moment crucial, c'est vraiment le live ce week-end de mai 2019. Et alors, il faut que tu saches que j'emmène mon conjoint, mais il ne sait pas du tout où on va, en fait. Il croit qu'on va passer un week-end en amoureux à Paris, tous les deux. Non.
Si, si. Et Oh my God, c'est oui, oh trop. my God! Oui, mais je te le confirme parce que, en fait, j'en parle. Mon conjoint a une fille qui a 17 ans. On a un petit garçon de 10 ans, mais il a une fille qui a 17 ans. Et je lui dis, écoute, Loulou, je vais emmener papa à Paris pour un week-end de développement personnel. Elle me fait, oh là là, elle me dit, il va jamais vouloir venir. Elle me dit, il faut pas que tu lui dises, tu lui dis que dans le train. Donc, je ne lui dis que dans le train. Oh my God. Ah oui, ben, oh my God, ben, sur le coup, il m'a fait un peu la tête. Hein. Parce qu'il m'a dit, non mais moi je pensais qu'on partait en week-end en amoureux. Il me fait, non mais moi, ton Martin, je m'en fous quoi. Oh my God, c'est trop bon. Oui, mais tu nous as quand même sauvés parce que première conférence, il est comme ça, il est comme moi et il se dit, waouh, waouh le type quoi. Tu nous racontes ton histoire de trottinette là sur, sur les quais, c'est pas sur les quais, sur les rues de Paris, j'allais dire de Bordeaux, mais non de Paris. Enfin, on tombe tous les deux sous le charme en fait de ce que tu dégages, de ce que tu nous apportes. Et à ce moment-là, c'est vraiment le début d'un éveil de conscience à tous les deux. François Lemay vient se rajouter dessus, puis on fera son programme Reset à la suite. Mais vraiment, ce week-end de mai 2019, je vais dire que c'est un point de bascule en fait dans ma vie. C'est vraiment un point de bascule parce qu'à ce moment-là, je suis dans une démarche de vouloir me reconvertir dans l'immobilier, mais bon, finalement, je me rendrai compte après que c'est pas ça ma bonne reconversion, mais n'empêche que si je tente pas cette reconversion dans l'immobilier, en fait, je ne te rencontre pas. Donc tout avait quand même sa raison d'être. Et puis, ben, tu le sais, hein, voilà, il y a quelques mois, j'ai rejoint l'académie Zéro Limite et vraiment, je te suis infiniment reconnaissante de ce que tu nous apportes tous les jours et d'être en face de toi, alors que j'ai vu, je pense, des dizaines d'interviews, on a fait des dizaines de visios ensemble, mais là, le fait de se dire que tu es là pour répondre à mes questions, c'est une grande, grande émotion et vraiment, voilà, vraiment merci de partager ce moment avec moi et ma communauté, du coup, c'est... Je suis très reconnaissant de ce Virginie. Merci beaucoup, beaucoup. Puis quelle histoire, finalement. Ouais. Si Quelle jamais, histoire. si jamais je revois ton mec, dis-lui, je vais lui payer une bière. Oui, 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 je pense il sera ravi. Alors, pour rentrer un peu plus dans les questions que j'avais envie de te poser aujourd'hui, puisque moi, je développe ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Voilà, l'écologie relationnelle. On parle des fois d'intelligence relationnelle, mais moi, j'aime ce terme d'écologie relationnelle parce que je trouve que voilà, on parle de prendre soin de la terre, de prendre soin de la nature, tout ça, mais il faut aussi, on fait partie de ce tout, on fait partie de cet écosystème. Et les relations, c'est quelque chose qui, pour moi, quand j'ai justement abandonné cette reconversion dans l'immobilier et que je me suis faite coacher par Thierry, je t'en parlais hors interview, on a travaillé sur vraiment qu'est-ce qui m'anime. Et moi, ce qui m'anime, c'est la communication et les relations entre les gens, les relations à soi, les relations au monde. Et j'aimerais en fait citer une phrase qui m'a beaucoup marquée, que tu as dite, alors c'est même deux phrases, et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble un petit peu plus loin, si tu veux bien. Cette phrase, c'est « On n'a pas à devenir nos moments difficiles, soit on les laisse devenir une finalité, soit on les transforme en possibilité. Cette décision ne revient qu'à une seule personne, nous-mêmes. » Alors, est-ce que tu pourrais nous partager des moments difficiles que tu as vécus, mais que tu as transformés en possibilités, qui font peut-être aussi l'homme que tu es aujourd'hui? Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais tu peux développer cela ou en choisir d'autres de cette relation au monde, en fait, et à ce qui arrive. Comment on réagit? Ouais. Écoute, c'est une excellente question, Virginie. Je suis content que tu me la poses parce que, comme tu as dit, on pourrait aller sur lorsque j'ai frôlé la mort, lorsque j'ai failli faire faillite en 2008, lorsque j'ai été confronté par des mentors qui m'ont dit mes vérités, qui m'ont dit que je n'étais pas en train d'appliquer ce que j'enseignais, lorsque j'ai dû retourner travailler dans un terrain de golf, laver des voiturettes de golf en 2008, alors que ma femme était enceinte de notre deuxième enfant. Je venais de perdre un demi-million de dollars que je n'avais pas, que je n'avais plus. J'avais plus de contrat. Donc, toutes ces choses-là ont dû inévitablement être transformées. Un, assimilées et par la suite transformées pour le transformer en possibilité. Mais où est-ce que peut-être que j'aimerais aller, c'est peut-être
Je suis d'accord avec toi avec l'écologie, tu comprends? Parce qu'il y a eu tout l'univers de l'intelligence émotionnelle. Par la suite, ben, on s'est dit, bon, ben, OK, une fois qu'on comprend nos émotions, qu'on comprend les émotions des autres, l'intelligence relationnelle, et là, ça a évolué. Moi, quand je parle de mes relations, il m'apparaît assez évident, Virginie, que l'humain devrait faire une réflexion sur le fait qu'il y a 3 endroits où, en fin de compte, on doit prendre l'entière responsabilité de nos relations. Le plus important, qui est le plus souvent négligé, c'est relation à soi-même. Et c'est peut-être un peu plus de ce côté-là que je vais t'expliquer des épreuves que j'ai vécues. Le deuxième, c'est la relation aux autres. Donc, c'est sur l'intelligence relationnelle. Donc, évidemment, si on ne comprend pas les personnalités des gens avec qui on interagit, si on ne comprend pas les valeurs des gens avec qui on interagit, et si on ne se comprend pas nous-mêmes d'abord nos valeurs, si on ne comprend pas d'abord notre personnalité, c'est très difficile d'avoir le deuxième niveau qui est tout ce qui est le relationnel aux autres. Okay? Donc, relation à soi, relation aux autres et relation au monde. Parce que regarde aujourd'hui, la majorité des problématiques qui se passent présentement, ce sont des situations qui se passent à l'échelle mondiale, mais en raison de la relation que les gens décident d'avoir avec l'enjeu, avec ce qui est dicté ou pas, qui est annoncé ou pas, décidé ou pas. Les gens vivent toutes sortes d'émotions, des frustrations, du dégoût, de la rage, de la haine. Et tout ça, ça découle de leur relation avec le monde, leur vision sur le monde, leur lentille sur le monde. Donc, je me dis, un des boulots qu'on a à faire comme humain en termes d'écologie relationnelle, c'est certainement d'abord, avant tout, est-ce que tu es au clair sur ta relation avec toi-même. En anglais, on va dire self-awareness, la connaissance de soi. Et là, on peut ouvrir un chantier énorme. L'amour de soi, l'estime de soi, l'image de soi, la connaissance de nos valeurs, OK? Qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer, avec quoi on veut s'associer, avec quoi on ne veut pas s'associer dans la vie. C'est quand c'est le temps de dire oui et quand c'est le temps de dire non, parce que c'est important de dire non pour se dire oui dans la vie. Et tout ça, ça fait partie de la relation avec soi. Moi, certains de mes plus grands défis, Virginie, ben, je les ai affrontés en relation avec moi. On comprend? Parce que j'ai fait des schémas dans ma vie qui étaient des schémas de manque d'amour de soi ou de manque d'estime de soi qui me menaient à l'approbation constante de mon entourage, la valorisation constante de mon entourage, qui me menait à faire des mauvaises décisions, qui me menait à mener les mauvaises luttes, les mauvais combats, les mauvais choix. Et ce qui est fascinant avec cette relation-là, Virginie, c'est qu'il n'y a personne qui savait que j'étais en train de m'auto-détruire. Il n'y a personne qui savait que je vivais un malaise. Parce qu'à l'extérieur, tout semblait bien aller. Mais c'est pour ça que c'est important, quand tu parles de l'écologie relationnelle, on ne peut pas faire abstraction de la relation qu'on a avec soi-même. Parce qu'une chose est certaine, notre famille, on peut toujours décider de moins les voir. Nos amis, on peut changer d'amis. Notre emploi, on peut changer d'emploi. OK? Notre monde, on peut déménager. On peut changer d'environnement. On a toujours le choix de bouger. On n'est pas un arbre. OK? On peut se déraciner et bouger. Par contre, une chose est certaine, toute votre vie, vous allez vivre avec vous-même. Donc, c'est extrêmement important de faire ce boulot-là, de dire, je suis qui, moi, comme personne, au niveau de mon identité, au niveau de mes croyances limitantes, au niveau de mes valeurs. Et pour moi, quand j'ai réalisé à la fin trentaine que j'étais quelqu'un qui avait peut-être un peu confiance à l'extérieur, donc j'ai jamais eu peur nécessairement de passer à l'action, même si je ressentais la peur, j'y allais quand même, mais au final, j'étais quelqu'un pour qui sa confiance est appuyée sur un faible estime de soi, sur une faible image personnelle, qui me menait à faire des mauvais choix de vie au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de mon alimentation, au niveau de mes finances, au niveau de mon entreprise, au niveau de mes relations avec les autres. Et au final, ça a pris un grand ménage de faire cela. Et pourquoi je te donne cet exemple-là juste de la relation à moi-même? Parce que pour moi, c'est la plus grande victoire. Oui. Victoire que l'on fait avec soi-même, pour lesquelles on n'obtiendra jamais de médaille, pour lesquelles on ne se fera jamais applaudir, pour lesquelles on ne fera jamais la première page couverture des médias. Ce sont les victoires les plus importantes qu'on doit faire. Donc, pour moi, je veux dire, je pourrais te donner 50 exemples de où est-ce que j'ai été confronté à la relation à moi-même, où est-ce que j'ai dû cesser de me donner de la bullshit. J'ai dû cesser de
de me faire à croire des choses et de réaliser qu'il y a une période de ma vie où je me contais des mensonges, où je disais une chose et je faisais le contraire. Mais ça, personne ne sait ça. Il y a juste moi qui sais ça. Donc, et il y a plein d'exemples de choses que je peux penser que, tu sais quoi, ça a été mes plus grandes victoires et mes plus grands défis que j'ai dû transformer. Et ça m'a amené, quand j'ai pu régler cela, ça m'a amené à avoir une intelligence relationnelle avec les autres qui est juste spectaculaire parce que je me connaissais mieux. Je me suis mieux compris comme personne. J'ai compris que je suis une personne expressive. J'ai compris que j'étais une personne qui est très amicale, qui est très familiale. Alors moi, toute ma vie, à chaque fois que je me retrouvais avec une personne qui était un peu plus analytique, qui était un peu plus dans la directive, j'étais en opposition, je me sentais pas bien. Donc, j'écoutais pas ce que ces gens-là avaient à dire. Je me sentais pas compris par ces personnes-là. À la limite, je respectais pas ces personnes-là. J'en avais rien à chier de tous ces graphiques, ces chiffres-là, ces statistiques-là. Et en fait, j'ai réalisé que je me privais d'une force énorme. J'avais besoin d'être entouré d'une personne qui était plus analytique, qui était plus prudente. Parce que si j'avais fait une faillite, presque une faillite en 2008, c'est parce que j'analysais mal. C'est parce que je regardais mes chiffres. C'est parce que pour moi, j'avais une mauvaise relation avec les mathématiques, avec les chiffres, à cause de mon parcours scolaire extrêmement difficile. Donc, je n'avais pas été faire le ménage, je n'avais pas été faire la paix dans cette relation-là que j'avais. Donc, je continuais à nourrir le pattern que, les chiffres, les chiffres, la comptabilité, ça me saoule. Donc, j'étais seulement 66% président de mon entreprise parce que le 33%, où il faut s'occuper des finances et des chiffres, je m'en occupais pas. Puis à chaque fois que mon comptable me parlait, je me disais, lui, c'est la personne la plus endormante au monde. Une fois que j'ai compris que moi, je ne suis simplement qu'une personne expressive et que je devrais au moins respecter pendant quelques heures ce que cette personne-là a à me dire pour devenir 100% le président de mon entreprise et peut-être commencer à aimer le côté analytique parce que ça peut me sauver la peau, ça peut sauver les problèmes que j'ai eus en 2008. Donc, à un moment donné, quand tu comprends que chaque personne arrive avec son prisme de personnalité et que tu comprends le tien aussi, bien, à un moment donné, tu arrêtes d'être en opposition, tu arrêtes d'être en conflit avec toi-même, mais aussi avec les autres. Et donc, je veux dire, il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais pour moi, relation à soi, ça a été mes plus grands défis et mes plus grandes victoires. Parce qu'une fois que j'avais réglé ces choses-là, ça m'a catapulté dans des résultats entrepreneuriaux auxquels j'aurais jamais même pu rêver me rapprocher. Mais par la suite, bien, c'est sûr que relation aux autres et relation au monde, je pense que c'est une quête qui continue constamment. En fait, je regardais présentement, c'est la relation au monde. Les gens ne réalisent pas qu'en allant sur les réseaux sociaux et en lapidant des commentaires contre le gouvernement, il y a des gens que c'est Bill Gates qui invente le COVID, il y a des gens que c'est tel autre truc, et je juge personne. Oui. C'est juste que ça, c'est vraiment clair que c'est le prisme à travers la relation au monde. Et pendant que tu lapides ta relation au monde ou ta vision du monde, bien, il y a des gens tout de suite qui se sortent de l'équation de qui tu es. Parce que tu n'as peut-être pas pensé à ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui sautent à des conclusions. Il y a des gens qui portent des jugements extrêmement sévères présentement sur le monde, alors que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue de notre histoire. Moi, je ne voudrais pas être le président qui gère ça là. Moi, je ne voudrais pas être le leader qui est en train de prendre ces décisions-là. C'est de l'inconnu. Mais il y a des gens qui, eux, ils ont le jugement facile, lapide, jugent, condamnent le monde dans lequel on vit présentement, alors qu'ils sont assis sur leur divan. Je peux te garantir que eux, leur relation au monde, il y a peut-être un travail à faire. C'est ça. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que les relations qu'on a effectivement au monde et aux autres, quand elles sont dans le conflit ou quand elles sont dans une sorte de période difficile, c'est que souvent, ça révèle une relation, et c'est ce que tu dis, une relation à soi qui est problématique. Et on est souvent en train d'essayer de chercher chercher un responsable, de chercher un coupable à l'extérieur de nous, d'être en train de critiquer ou d'accuser. Alors que, en fait, c'est ce que tu nous as dit, la première chose à faire, c'est prendre soin de la relation à nous, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toi, on voit que tu es un homme très empathique, très à l'écoute, qui effectivement inspire des milliers de personnes à bâtir un monde meilleur. C'était ton envie. Et donc, on peut considérer donc, que tu es un leader, mais tu étais aussi plus jeune, un leader
mais pas dans ce sens-là, en fait. À l'adolescence, si j'ai bien compris, tu étais déjà un leader, mais pas un leader très positif. Les relations avec les autres étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Non, exactement. Ça Exactement. révélait. Ouais, simplement, j'étais pris dans une mécanique qui est hyper simple et qui est très connue de plusieurs personnes. C'est que puisque moi, je n'arrivais pas à gagner dans le monde scolaire, donc quand on est jeune, notre identité est beaucoup associée à nos performances scolaires ou à la reconnaissance de nos enseignants ou de nos parents. Ouais. Et moi, j'ai tout fait puisque j'avais des troubles d'apprentissage, la dyslexie, la dyscalculie, donc c'était très difficile pour moi. Donc, la seule façon que j'avais pour me remonter, c'était de rabaisser les autres. Donc, je suis quelqu'un qui a fait de l'intimidation. J'avais déjà la force des mots, mais j'utilisais les mots pour blesser. J'utilisais les mots pour fédérer négativement contre les gens qui m'attaquaient. Donc, au final, j'étais évidemment un leader qui était négatif. Donc, je pouvais déjà convaincre, influencer, mais c'était vraiment pas propre ce que je faisais. Donc, au final, encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer des bons mentors, des bonnes personnes, mais ça en revient exactement à ce que tu dis, c'est cette responsabilité de la relation qu'on a à soi. Au moment de faire cet enregistrement-là de ton podcast, donc on est en post-confinement, on vient de traverser le COVID, et souvent les gens me disent, est-ce qu'il y aura un avant, est-ce qu'il y aura un après? Euh, Tu sais, j'ose espérer qu'il y aura un après plus positif, mais au final, ça va en revenir que à la relation qu'on a avec soi. C'est ça. Moi, je pense que ça va revenir à la responsabilité individuelle de savoir si on va changer des choses. Parce que regarde, le bon exemple de ce que l'on décrivait et les 3 relations que j'ai décrites tantôt à soi, aux autres, au monde, ils sont tous interliés. Parce que regarde une personne qui est chez elle présentement, qui critique le monde. Donc, sa relation avec le monde, c'est on en fait pas assez pour l'écologie, on en fait pas assez pour l'environnement, on fait pas ceci, le traité de Paris n'a pas été passé. Donc, ces gens-là déversent leur venin sur les médias sociaux, déversent leur venin sur le gouvernement, déversent leur venin sur Donald Trump, déversent leur venin sur Macron, déversent leur venin sur Legault au Québec. Et là, on va chez eux, relation à eux. Ils ne font pas de recyclage, ils ne font pas de compostage, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ils ne font pas des décisions plus écologiques. Donc, au final, comme tu as dit, on peut critiquer le monde qui gère le monde ou qui mène le monde, mais moi, j'aime toujours de ramener ça de mon expérience. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais de dire ce que j'aime pas du monde, est-ce que moi, je l'applique? Ce que j'aime pas, ce que je voudrais critiquer, qu'est-ce que moi, je fais? Parce que, comme Mère Teresa disait, si tout le monde balayait le devant de sa porte d'entrée, on vivrait dans un monde beaucoup plus beau. Moi, j'essaie toujours de balayer le devant de ma porte d'entrée, mon vestibule, parce que je crois que c'est le premier pas, la première pierre à l'édifice d'une cathédrale lorsqu'on veut bâtir quelque chose de grand. Si on fait ce travail-là à tous les jours sur soi, ben, c'est clair que quand on arrive avec les autres, on est beaucoup plus en alignement, on est plus cohérent, on est plus impactant, on est plus vibrant. Et notre vision sur le monde, plutôt que de critiquer et lancer les pierres aux gens qui sont dans l'arène, parce que moi, je ne suis pas dans l'arène, eux sont dans l'arène en train de se salir, la poussière au visage, parfois le sang au visage, eux sont dans l'arène. Moi, je suis simplement en train de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est facile, je suis un spectateur. Et on peut faire partie de ce que tu appelles le mou peuple, je crois, c'est ça? Exactement, les moutons, exactement. Le mot peuple, c'est pas nécessairement. Tu comprends, présentement, c'est ça, un des débats, c'est que, par exemple, je ne veux pas rentrer dans la politique ou dans les décisions, mais c'est comme, OK, si on porte des masques, on est des moutons. Non. C'est juste que ça revient à tes valeurs. Moi, d'être capable de comprendre que j'ai un ami, Mark Black, qui a eu une transplantation du cœur et qui a eu une double transplantation des poumons, je porte mon masque pour Marc. Et je porte mon masque pour montrer à mes enfants qu'ils entendent, mes enfants, que c'est stupide de porter un masque. Ils l'entendent que c'est inutile. Moi, je veux dire comme, hey, si c'est inutile et si c'est stupide, c'est pas un gros sacrifice à faire pour Marc, parce que des masques, il y en a plein d'autres. Tu comprends? Donc, porte ton masque et par la suite, on l'enlève et on continue à vivre la vie. OK? Donc, ça en revient aux valeurs. Par contre, d'autres personnes disent comme, non, lève-toi debout, point fermé, porte pas le masque, c'est ça la lutte. Encore une fois, on en revient à quoi? À des valeurs. Je ne juge pas ceux qui font cette lutte-là, c'est juste moi, c'est pas ma lutte. Oui. Moi, j'ai une lutte qui est beaucoup plus dans la bienveillance, qui est beaucoup plus dans je ne suis pas dans l'arène. J'aime mieux envoyer beaucoup de compassion à ces leaders-là qui ont géré cette crise mondiale-là unique, je tiens à le répéter. Oui, mais oui. Complètement unique. Et de me dire, je ne crois pas que je ferais mieux, honnêtement. Par contre, voici ce que moi, je peux faire mieux. Responsabilité individuelle. Faire attention à mon hygiène de vie.
m'entraîner comme je ne me suis jamais entraîné de ma vie, manger bien comme je ne m'ai jamais mangé de ma vie, faire de la méditation, être présent pour mes amis, m'assurer que ma famille est en sécurité, contribuer dans ma communauté parce que les gens ont besoin d'aide. Donc ça, je peux balayer le devant de ma porte de Oui. cette façon-là, je m'occupe de ça. On en revient à la responsabilité individuelle et puis de prendre sa part de responsabilité. Et moi j'aime beaucoup une phrase que tu avais dite une fois qui est de prendre sa part de responsabilité, c'est pas prendre sa part de culpabilité, mais que la responsabilité, c'était l'habileté à répondre aux événements. J'aime beaucoup cette façon de dire les choses parce que la fois où tu l'as dit, je dis, mais c'est évident en fait que c'est ça la C'est un responsabilité. truc que j'avais appris de défunt Stephen Covey, en fait, qui est un grand auteur du livre Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Oui. Et en fait, c'est que lui, il expliquait que si tu prends le mot responsabilité, tu le scindes en deux, tu vas trouver l'étymologie de deux mots, le mot réponse et le mot habileté. Oui. Et en fait, il disait, ben, prendre son entière responsabilité, c'est de garder l'habileté à répondre. OK? Et moi, ce qui m'a littéralement bluffé, pour reprendre le mot que tu as dit tantôt, c'est que lorsqu'il a dit que lorsqu'on lance la responsabilité aux autres, au gouvernement, aux leaders, ou à notre patron, lorsqu'on lance la responsabilité aux autres, si on achète l'idée que la responsabilité, ce n'est rien d'autre que l'habilité de répondre, c'est-à-dire qu'on prend l'habilité de dire, OK, qu'est-ce que moi je vais faire par rapport à ça? Oui. Quand on lance la responsabilité, qu'est-ce qu'on vient de lancer? On vient de lancer notre habilité de répondre. Donc, c'est là qu'on devient sans pouvoir. Ça, on On va... leur donne le pouvoir, on délègue le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc Et après, ça, c'est pas la peine de se plaindre. ben, c'est la seule chose qui te reste. Ben oui. Tu viens de donner ton pouvoir aux autres. Parce que toi, l'habileté de répondre, c'est même plus un truc qui est dans ton registre de réflexion. Et ça m'avait frappé fort. Qu'à chaque fois, parce que ça m'arrive encore, là, Virginie, là, tout le temps, de dire ah, mais c'est. Bon, attends, je reprends ma responsabilité Oui. avant de la lancer. Ouais, Et là, tu je te me dis, reprends. où est-ce que j'ai foiré? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Oui, Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne veut pas dire que parfois, on n'a pas à adresser des choses. bien On n'a sûr. pas à adresser des conflits. Par contre, on va s'impliquer aussi dans le conflit, de dire comme, hey, est-ce qu'on a entré dans un conflit parce que tu perçois un truc de moi, tu perçois que j'ai fait un truc? Si c'est le cas, ça, ce n'était pas mon intention. OK? Comment qu'on peut arranger les choses? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour améliorer la situation? Et par la suite, je peux t'en proposer, moi, des trucs que je pense que tu pourrais peut-être aussi faire, mais d'abord, je veux qu'on commence avec moi. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait, moi, qui n'était pas correct, qui devrait être amélioré, que je devrais changer, et je vais vraiment le considérer. Donc, je pars de moi, même lorsque je suis dans une situation de conflit. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces belles choses que tu as dites. Je suis bien sûr complètement en accord avec tout ce que tu as dit. La responsabilité, c'est vraiment la première chose à avoir et toujours se regarder d'abord avant de regarder en fait les autres. Et dans cette écologie, tu l'as très bien dit, moi c'est ces trois axes qui me semblent hyper importants, la relation à soi, la relation aux autres, la relation au monde, et tout est interconnecté. Pour finir, est-ce que tu aurais une dernière petite chose à partager justement aux personnes mais qui auraient là en ce moment des petits défis avec leur écologie relationnelle? Ben, je vous dirais, soyez, soyez docile avec vous. On est extrêmement, extrêmement difficile sur nous-mêmes. Moi, je sais qu'à l'époque où j'avais des schémas toxiques, euh, honnêtement, je ne me donnais pas beaucoup de valeur, je ne me donnais pas beaucoup d'estime. C'est rare que je valorisais ce que je faisais. C'est rare que je valorisais mes plus petites des victoires. J'étais toujours en train de balayer sur le tapis ce que je faisais. J'étais toujours en train de dire, ouais, mais c'est rien. Oui, mais en tout cas, pourquoi je le ferais? Ça ne vaut pas la peine. Donc, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans ce langage-là, qui était un langage non orienté vers l'amour de soi. Donc, si vous commenciez peut-être un peu plus à vous choisir, ça ressemblerait à quoi? Quel genre de décision est-ce que vous prendriez? Comment est-ce que vous vous parleriez? Comment est-ce que vous parleriez à vos proches? À quoi est-ce que vous commenceriez à dire non pour vous dire oui? Je pense que déjà là, c'est une bonne façon peut-être
d'entrer un peu plus en relation avec soi-même. Et évidemment, je ne peux pas passer sous silence parce que ça fait maintenant plus d'1 an que je décide de me choisir au niveau de la santé, mais d'une façon exceptionnelle. Ne serait-ce que de commencer par vous choisir un peu plus côté hygiène de vie. Oui. Toutes les études, toutes les recherches démontrent à quel point est-ce que ça libère des hormones qui vont vous mettre plus en énergie, qui vont vous mettre plus en confiance, qui vont vous faire du bien, qui vont vous rendre plus heureux, qui vont vous faire vivre plus longtemps, que ce soit une marche de 10, 15, 20 minutes par jour. Commencez par cela. Et encore une fois, on peut faire l'erreur de confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Donc, peut-être qu'on peut m'écouter et dire, mais Martin, c'est très simple, je l'ai déjà entendu. Oui, mais ce n'est pas ce que tu as entendu. C'est est-ce que tu fais ce que tu as entendu pour te mettre en relation avec toi-même? Tu sais, moi, à tous les matins, ben, pas tous les matins, très souvent, je commence mes matins en écrivant dans mon journal de gratitude. Okay? Ça me prend à peu près 5 minutes. J'entre en relation avec moi-même. Quelle est mon intention de la journée? Quelles sont mes intentions de la journée? Quelles sont mes reconnaissances? Pourquoi je suis reconnaissant? Donc, plutôt que commencer ma journée en allant sur les médias sociaux, consommer de la haine, de la frustration, de la rage, des complots, un rendez-vous avec moi-même. Je dis, OK, je vais faire cela, 5 minutes, je me dépose sur mon intention de la journée. Par la suite, soit je vais nager, soit que je vais faire une petite activité physique pour me connecter à mon corps. C'est 2 choix où est-ce que je me choisis automatiquement. Et par la suite, ce que je vais décider de mettre dans mon corps est un autre choix pour moi-même. Donc, si je commence la journée, j'ai 3 choix que je fais pour moi. Déjà là, je suis en meilleure relation avec moi. Je vais être en meilleure relation avec les autres. Je vais être en meilleure relation avec le monde aussi. Et au final, j'aimerais dire aux gens qu'on devient la somme de nos choix. On devient la somme de nos journées. Donc, plutôt que vous préoccuper dans 12 mois ou dans 4 ans, si vous vous préoccupiez de aujourd'hui. Parce que pour moi, le seul futur qui existe, c'est aujourd'hui. Le futur est une illusion à laquelle on aimerait bien aspirer des meilleurs jours, meilleures finances, meilleurs projets, rêves. Oui, mais tout ça est illusion. Le vrai futur, c'est aujourd'hui celui qu'on peut construire. Donc, les choix que vous allez faire aujourd'hui, tout de suite en finissant ce podcast-là, c'est ça. Parce qu'au final, on devient la somme de nos choix. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Martin. Toi, chez toi, on est encore le matin, il me semble. Il est quelle heure? Il est 10 heures? 9h, Quasiment 10 heures? 9h45 au Nouveau-Brunswick et 8h45 au Québec. Voilà. Et en France, en tout cas, voilà, à Bordeaux, mais en France, en Europe, il est 14h45 au moment où on enregistre cette vidéo. Alors, merci beaucoup, Martin, pour ce moment partagé, pour toutes les pépites que tu nous as apportées. Je te souhaite une très, très belle fin de journée, puisque toi, il t'en reste encore pas mal d'heures avant la fin. Ouais. À très bientôt, avec grand plaisir. En tout cas, si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. Et pour encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site virginiechastel.fr. Très belle fin de journée à tous et surtout, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Au revoir.